Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre d'écologie urbaine de Montréal sur le projet Zone Santé pour un vieillissement actif. Je m'appelle Sarah Vassig, je suis chargée de projet vieillissement actif et famille chez Espace Muni et je serai votre hôtesse tout le long de ce webinaire. Commençons par quelques consignes techniques. Tout d'abord, donc, vous avez vu que le webinaire est enregistré, il sera disponible à la rediffusion et vous sera envoyé ultérieurement. Nous sommes en mode webinaire, donc vous n'êtes pas visible à l'écran et vous pouvez simplement nous écouter. Vous pouvez poser vos questions dans la fonction Q&R de Zoom. Les questions seront transmises aux panélistes à la fin du webinaire, donc pendant la période de questions. Vous pouvez également utiliser le chat. Alors, le concept d'environnement favorable aux personnes aînées, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Le concept de vieillissement actif préconisé par l'OMS et par le gouvernement du Québec promouvoit l'adoption d'un mode de vie actif et favorise l'émergence d'environnements qui incitent à l'inclusion sociale des personnes aînées. Pour ce faire, la démarche Municipalité Amis des aînés, financée par le secrétariat aux aînés, intervient dans 9 champs d'action, dont l'un se nomme espace extérieur et bâtiments. En effet, les environnements bâtis jouent un rôle important dans la santé, la participation et la sécurité des personnes aînées. Les municipalités, conjointement aux institutions de santé, ont la responsabilité quant à l'aménagement d'espaces extérieurs et d'édifices publics adaptés, sécuritaires et accessibles. Ainsi, réfléchir à l'aménagement des espaces extérieurs et des bâtiments publics en adoptant une perspective aînée permet donc de créer des milieux de vie favorables au vieillissement actif qui sont utiles et agréables pour la population en général, tout en étant universellement accessibles. Près de 900 municipalités et MRC au Québec ont fait le choix de devenir municipalités amies des aînés. Et Espace Muni les accompagne dans l'élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre de leur démarche MADA. Donc, le projet Zone Santé, présenté aujourd'hui, s'inscrit facilement dans un plan d'action MADA. C'est un projet qui s'inspire de la zone scolaire en vue de promouvoir des environnements favorables à la marche aux abords des établissements de santé. C'est un projet qui a été mené donc par le Centre d'écologie urbaine de Montréal, en collaboration avec la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, le Conseil régional environnemental Montréal, l'Anonyme, plus particulièrement le programme Tandem chez Yaga Maisonneuve. Le projet a bénéficié de la participation financière du programme CADA. Le webinaire va être rondement bien mené. Tout d'abord, c'est Jean-Marc Laforêt, coordinateur donc, à la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, qui présentera une mise en contexte des enjeux concernant le vieillissement et la mobilité. Puis ce sera Naoué Tardif, chargé de projet de développement en aménagement et mobilité active au Centre d'écologie urbaine de Montréal pour nous présenter des principes d'aménagement et de levier d'action. Enfin, c'est Rachel Desilets-Como, qui est urbaniste, chef de division par intérim à la division de la planification et de la réglementation de la ville de Saint-Jérôme, qui nous présentera un exemple de mise en application concrète avec le programme particulier d'urbanisme, le PPU, du pôle régional de la santé. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne écoute et vous pourrez poser toutes vos questions à la fin du webinaire. Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de partager votre heure de lunch avec nous. C'est fort apprécié. Alors, comme le disait si bien Sarah, moi, je vais vous présenter un peu l'état des choses, l'état des lieux au niveau des aînés au Québec. Alors, ma présentation s'appelle « La mobilité des aînés, une piste de solution à l'isolement social ». Ce sera une thématique récurrente de ma présentation. Alors, qu'est-ce que la table de concertation des aînés de l'île de Montréal? Bien, c'est une table de concertation régionale. C'est une structure qui émane du secrétariat des aînés. Nous existons depuis l'an 2000. Et quand je dis que ça émane du secrétaire des aînés, c'est que notre structure, notre table régionale existe dans toutes les 17 autres régions administratives du Québec. Nous faisons je dirais, une courroie de communication entre le gouvernement provincial, la ville-centre et le milieu communautaire montréalais au niveau des aînés. Dans nos objectifs, il y a entre autres animer un lieu de concertation entre les organismes représentatifs de la population des aînés de l'île de Montréal. C'est un lieu de concertation ces temps-ci assez virtuel, disons-le comme ça. C'est aussi de collaborer avec les instances décisionnelles, comme je le disais, au niveau provincial, au niveau municipal.
pour justement mettre de l'avant, aider à concevoir et planifier des politiques et des programmes qui auront un impact sur la qualité de vie des aînés. Favoriser des actions structurantes et qui, elles aussi, cherchent à améliorer les conditions de vie des aînés. Nous apportons aussi une attention particulière à tout ce qui a trait à la diversité. Diversité ici, la lire avec un grand D, et aussi à favoriser les échanges intergénérationnels. Nos dossiers prioritaires, et c'est assez récent, c'est assez nouveau, nous sortons à peine d'un processus de priorisation des enjeux. Alors, nous nous intéressons à 6 d'entre eux. Alors, le logement, la participation sociale, les proches aidants, la diversité, comme je le mentionnais, la lutte à la maltraitance et finalement, le sujet d'aujourd'hui, la mobilité. Et nous voyons mobilité et accessibilité universelle un peu dans le même chapeau. C'est important pour nous de nous intéresser à la mobilité des aînés parce que c'est un élément, comme dit si bien le titre de la présentation, un élément qui favorise le bris d'isolement des aînés. C'est une façon aussi d'améliorer plutôt de développer leur capacité ou leur pouvoir d'agir. En anglais, j'aime beaucoup le mot agency, ou je pense agentivité en français. Alors, c'est quand même quelque chose que nous souhaitons mettre de l'avant. La pandémie, je vais l'aborder un peu en filigrane dans les prochaines minutes. La pandémie nous a montré l'importance de la mobilité pour les aînés, que ce soit pour se créer des liens sociaux, pour aller subvenir à leurs besoins de quelconque façon, mais aussi on a vu le chemin inverse au niveau des organismes communautaires. Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, surtout d'entrée de jeu de la pandémie pour pouvoir amener des services vers les aînés. Ça n'a pas été de tout repos, alors ça nous a montré aussi l'importance de la mobilité, là, disons-le, dans les deux sens. Au travers des années, la TCAIM, comme vous pouvez le voir à l'écran, a été impliquée dans plusieurs projets au niveau de la mobilité, que ce soit, entre autres, le projet Pacte Rosemont, qui est peut-être notre plus récent projet. Pacte, c'est un acronyme P pour participation sociale, ACT pour activité physique et E pour environnement. Alors, c'est un projet qui propose d'étudier en concertation avec plusieurs partenaires, les liens entre l'environnement, les environnements urbains, les interventions sur le cadre bâti et aussi le vieillissement sain dans un quartier central à celui-ci. Bon, pour ne pas le nommer, Rosemont. C'est un projet qui s'est échelonné sur 4 ans et qui a été lancé officiellement en mois de septembre dernier par une ancienne de la TCAM, Amélie Myriam Plante. Un autre projet assez important dans l'historique de la TCAIM et de la mobilité, c'est la démarche Vieillir mobile, qui est techniquement toujours en cours, bien qu'un peu en veilleuse à cause de la pandémie. C'est une démarche de concertation régionale portant sur l'accompagnement transport pour motif médical. Alors concrètement, le projet cherche à regrouper des acteurs de différentes disciplines qui sont intéressés par la gestion du vieillissement et le soutien à domicile et le maintien dans la communauté des aînés, trouver des solutions. On sait que l'accompagnement transport là, pour des motifs médicaux, c'est quand même une priorité ou une demande incessante avant, pendant et après la pandémie. Demandez à n'importe quel employé d'un centre d'action bénévole et vous en passera un mot. Autre slide, merci. Alors, quel est le profil des aînés au Québec? Concrètement, le poids démographique des aînés en 2016 était de 18 de la population, soit 1,5 million d'individus. C'est un chiffre qui est appelé à changer, un chiffre qui est appelé à augmenter, je devrais plutôt dire, d'un facteur d'environ 10 sur 50 ans. Donc, en 2066, on estime que les aînés composeront 27 pratiquement 28 de la population pour 2,7 millions d'individus. C'est pas peu dire et c'est quand même en droite ligne avec ce qui se passe dans beaucoup de sociétés occidentales qui sont vieillissantes. Alors, le nombre d'aînés augmente, leurs besoins augmentent aussi. Les tranches de 75 ans, je ferai un petit pas de côté. On parle souvent des aînés comme étant un bloc monolithique, mais il y a plusieurs tranches au niveau des aînés. Alors, c'est la tranche des 75-84 et des 85 ans et plus qui augmente le plus rapidement. On n'a pas besoin de chercher des midi à 14 heures les raisons, l'accroissement de la longévité, les avancées médicales, ainsi que l'amélioration des conditions de vie générales, ce sont des facteurs qui expliquent
l'augmentation du nombre d'aînés dans nos sociétés, je devrais plutôt dire. À Montréal, là, on parle de la ville de Montréal, c'est pertinent de mentionner qu'il y a 323 665, pour être très précis, aînés, et qu'ils représentent environ 15 de la population de la ville. De cette population, 45 d'entre eux, près de 45 je devrais dire, sont issus de l'immigration, ce qui est un chiffre qui est assez unique au Québec. L'augmentation du poids démographique des aînés à travers le Québec est, je dirais, est partout pareil, mais ne s'explique pas toujours de la même façon. Alors, il y a certaines régions, je pense au Bas-Saint-Laurent, que je prends toujours en exemple, entre autres parce que c'est la région 01 dans les codes des régions administratives, qui voit sa population quand même diminuer, mais qui conserve sa population aînée. Alors, leur poids démographique augmente de cette façon-là. L'augmentation des aînés dans une société amène quand même quelques enjeux. Je vous en amène deux en particulier. L'isolement social, comme je disais, qui s'explique entre autres par le manque de contacts sociaux, est un immense enjeu de santé, j'ai même envie de dire de santé publique. L'isolement des aînés amène beaucoup de détresse, beaucoup d'impacts négatifs sur la santé physique, mentale, entre autres. C'est des situations anxiogènes, situations aussi qui augmentent les facteurs de risque au niveau de la dépression et de d'autres troubles, entre autres aussi l'accélération de pertes cognitives qui peuvent arriver avec l'âge, sont quand même, j'ai envie de dire, décuplées par l'isolement. La maltraitance aussi, un peu par la bande, vous me direz, mais tout de même, plus un aîné est isolé, meilleures sont ses chances, je devrais dire, je ne devrais pas rire, mais meilleures sont ses chances de vivre de la maltraitance, que ce soit physique, financière, psychologique ou autre. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, j'ai envie de dire, qui a explosé au niveau de la récente pandémie. Alors, on peut voir l'impact de l'isolement social des aînés. Prochaine diapo. Alors, au niveau de la santé, quel est le profil de santé des aînés au Québec? Alors, 75 des aînés déclarent avoir une ou des problématiques de santé. Ça varie beaucoup au niveau de la gravité. Alors, un aîné sur trois a un problème de santé majeur, donc vraiment un problème de santé qui peut amener, ultimement une hospitalisation, mais qui peut amener des effets sur le long terme. Alors, on voit ici un top 5 des maladies ou plutôt des problématiques de santé qui sont les plus courantes chez les aînés. Qui dit problématique de santé dit fréquentation d'établissements de santé, que ce soit des cliniques de quartier, des CLSC ou des hôpitaux. C'est donc un peu, j'ai envie de dire, ce qui nous a amené à nous intéresser, entre autres, au projet Zone Santé. Ces problématiques-là, prises à part, sont quand même lourdes et difficiles, mais mais c'est surtout leur effet, j'ai envie de dire, d'adéquation ou leur effet boule de neige. Un amène l'autre, qui va amener l'autre. Alors, c'est souvent à l'intérieur de ces dynamiques-là que la santé des aînés peut péricliter. Dans la slide, dans la diapo, je voudrais dire que vous avez ici, ce sont les types d'incapacités fonctionnelles courantes chez les aînés. Alors, il n'y a rien là-dedans pour nous jeter en bas de notre chaise. Ce sont des limitations connues, des fois même, j'ai envie de dire, stéréotypées en lien avec les aînés, mais tout de même présentes. Si on voit ces problématiques-là comme étant courantes, c'est quand même des éléments qui amènent des impacts négatifs sur la qualité de vie. Alors, si un tiers des aînés a une problématique majeure, il ne faut pas non plus oublier, j'ai envie de dire, l'autre bout du spectre, où il y en a 2 tiers qui vivent des problématiques, qui ne vivent pas nécessairement de limitations et de problématiques de santé majeures qui leur permettent de garder un style de vie actif et en santé. Prochaine diapo. On parle de beaucoup de mobilité, mais quelles sont les habitudes des aînés en matière de mobilité? Alors, de quelle façon est-ce que les aînés se meuvent dans l'espace? C'est entre autres, encore là, rien de vraiment surprenant. La voiture est quand même le moyen de transport le plus populaire chez les aînés. Comme vous voyez à l'écran, 70 des 65 et 75 ans conduisent leur propre voiture ou une voiture. Et plus on avance dans les groupes d'âge, moins il y a de conducteurs. Ça l'amène, j'ai envie de dire, un petit deuil des fois à la longue de perdre ce sentiment de liberté ou de ce sentiment d'avoir accès à quelque chose qu'on a eu accès pendant toute notre vie adulte, même des fois un peu plus jeune. C'est particulièrement vrai, j'ai envie de dire, dans les milieux non urbains, car il y a un peu moins de solutions de rechange que l'on peut retrouver dans les milieux urbains. Mais les aînés utilisent quand même les transports actifs plus souvent qu'on ne pense. Comme vous voyez à l'écran, 33 d'entre eux déclarent avoir utilisé un transport actif récemment. Je pense que la donnée, c'était dans le dernier mois.
J'arrive à la fin de la présentation. Alors, quel défi pour les aînés pose la mobilité? Alors, évidemment, il y a quelques suspects habituels. On pense à l'hiver, à la météo, qui ont un immense effet qui est encore assez mal documenté, mais je sais, j'ai un blanc de mémoire, c'est terrible, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur justement les aînés et l'hiver. C'est de trouver des pistes de solutions. Alors, on va espérer que de belles choses sortent de ces travaux-là, mais c'est quand même un immense facteur d'isolement au niveau des aînés. J'ai mis transport collectif et la navette art avec des points d'interrogation, simplement parce que le transport adapté n'est pas accessible à beaucoup d'aînés. Il faut souvent qu'il y ait un lien avec une problématique de santé forte. Et pour pallier à ça, au travers des années, bien, il y a eu la navette art qui est arrivée. La navette art, très rapidement, c'est un système j'ai envie de dire, d'autobus avec un circuit très fermé qui relie certaines zones de santé et certains équipements publics et des centres commerciaux à des lieux comme des résidences, comme des RPA. La navette art est une belle idée, mais malheureusement, elle a été retirée de la circulation avec la pandémie et il n'y a aucun plan au niveau de la STM pour la ramener. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fameuse solution de rechange que je mentionnais un peu plus tôt? Pour nous, à la TCIM, c'était important de s'impliquer au niveau du projet Zone de santé parce que c'était, comme vous avez pu le voir, c'est quand même quelque chose qui nous habite fortement, mais on cherchait vraiment à mieux comprendre comment une approche plus globale et structurante pouvait amener des solutions pérennes et porteuses. Alors, Naoé, ça fera un plaisir de pouvoir vous présenter la suite des choses. Bien, bonjour, ça me fait plaisir de voir l'intérêt pour la démarche Zone de santé puis la question du vieillissement actif avec la participation en grand nombre à ce webinaire ce midi. On l'a mentionné, la démarche Zone de santé découle d'une collaboration avec la TCIM, le Conseil régional de l'environnement de Montréal et l'Anonyme, des partenaires avec qui le CUM, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, s'intéresse depuis plusieurs années déjà à la question de l'accès des piétons aînés aux services de santé. Un petit mot rapide sur le CUM. Donc, nous sommes un OBNL qui a eu 25 ans l'année dernière, qui est créé par des citoyens engagés à transformer leur communauté. Le CUM vise à proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Voilà. C'est donc dans cette optique que nous avons produit, dans le cadre de la démarche Zone de santé, des fiches informatives qui sont disponibles sur le site internet urbanismeparticipatif.ca. Le lien vous sera partagé dans le chat. La présentation qui a été faite par Jean-Marc reprend globalement les éléments contenus dans la première fiche qui concerne le diagnostic de mobilité des aînés et aussi les raisons de s'intéresser à la mobilité des aînés. Pour ma part, je vais survoler le contenu des fiches 2 et 3 qui abordent respectivement les solutions d'aménagement et les leviers d'action pour la mise en place de zones de santé. Ce sera un survol rapide parce qu'on souhaite garder de la place pour un exemple concret de mise en application avec le cas de Saint-Jérôme. Donc, je vous inviterai à vous référer aux fiches pour avoir toute l'information qui est ressortie de la démarche Zone de santé. Avant de débuter, je profite de l'occasion pour mentionner l'apport des experts de divers horizons qui ont alimenté le contenu des fiches par leur participation à des groupes de discussion dans le cadre de la démarche Zone de santé. Il y a en effet eu 3 groupes de discussion qui ont alimenté les 3 fiches dont je faisais mention juste avant. C'est en constatant que les aménagements sont souvent inadéquats à proximité des établissements de santé et que la fréquentation des établissements de santé devient incontournable avec l'avancée en âge, comme le disait Jean-Marc, que l'idée d'établir une norme à l'image de la zone scolaire pour favoriser l'accessibilité des établissements de santé est apparue. Les aînés, comme les enfants, sont des usagers vulnérables de la route. Si les déplacements vers l'école sont une opportunité de favoriser de saines habitudes de vie et l'autonomie chez les plus petits, les établissements de santé peuvent représenter une opportunité semblable pour les personnes âgées, mais aussi pour toute la population. Quand on aménage en fonction des usagers les plus vulnérables, on améliore également la situation pour tous et toutes.
Puisque l'aménagement joue un rôle important dans le choix du mode de déplacement, la démarche zone santé s'est attardée à dégager des principes d'aménagement pour passer d'environnements peu sécuritaires, comme on peut voir sur la photo de gauche, à des environnements favorables à la marche, comme sur la photo de droite. Donc, sur la photo de gauche, on remarque une intersection longue, un temps de traverse trop court, une absence de mobilier urbain. Alors, comment peut-on passer à un environnement plus favorable? Les 3 principes dégagés par la zone santé sont les suivants. D'abord, proposer un aménagement du site sécuritaire et à échelle humaine. Ensuite, assurer l'intégration du site aux différentes échelles de planification. Et finalement, favoriser l'aménagement de parcours conviviaux. Le premier principe s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain même de l'établissement de santé. Donc, on voit sur l'image que le site prévoit des zones d'attente et de repos qui peuvent également devenir des espaces de rencontre ou de jeu. De la végétation pour que ces espaces de rencontre soient plus agréables et plus conviviaux, qu'ils offrent des zones d'ombre, par exemple, pour qu'on puisse mieux profiter de l'espace. Et le tout avec un souci d'accessibilité universelle. Ce principe peut aussi concerner l'aménagement du stationnement. Dans la fiche, on réfère à quelques exemples inspirants et on fait notamment mention de l'attestation stationnement éco-responsable qui peut être une piste intéressante pour améliorer l'aménagement d'un stationnement sur divers aspects, notamment la sécurité et l'accessibilité au mode actif. Le second principe s'intéresse au traitement des interfaces entre le bâtiment, le terrain sur lequel il s'implante et l'environnement autour de celui-ci, les différents lieux d'intérêt, services ou modes de transport à proximité. Assurer l'intégration du site, c'est aussi réfléchir à un bâtiment qui favorise l'interaction avec son environnement immédiat par ses qualités architecturales, une implantation en cohérence avec la trame urbaine existante et une perméabilité du site. Sur l'image, on peut remarquer qu'il y a des allées piétonnes qui se rendent des différents points d'accès au site jusqu'à la porte d'entrée. Il y a aussi le lien entre la piste cyclable qui est à proximité et une petite allée cycliste pour rejoindre le stationnement vélo qui se trouve à être à proximité de la porte d'entrée. Le troisième principe, qui est de favoriser l'aménagement de parcours conviviaux, vise à apporter un soin particulier dans la réalisation de parcours lisibles, directs et sans obstacle. Il peut s'agir de se fournir une signalisation adéquate, par exemple, indiquer clairement la direction à prendre depuis la station de métro ou l'arrêt de bus le plus près si on n'est pas directement collé au site. On pourrait aussi penser à une signature visuelle de la zone santé, au même titre que ça se fait pour la zone scolaire, qui contribuerait à sensibiliser les automobilistes à la présence de piétons vulnérables aux abords de l'établissement de santé. Ça peut aussi être d'apporter un soin particulier à prévoir du mobilier permettant de prendre une pause le long des allées piétonnes. On voit sur l'image des bancs à intervalles réguliers. On devrait en fait prévoir la présence de bancs relais aux 100 mètres à peu près pour convenir aux besoins des aînés qui se déplacent à pied. C'est aussi des traverses adaptées aux intersections, un revêtement contrasté, des dalles podotactiles, des feux sonores et un temps de traverse adapté à la vitesse de marche des piétons aînés. Puis évidemment, Jean-Marc l'a mentionné aussi, il est important que les parcours soient accessibles universellement dans leur entièreté, été comme hiver. Le déneigement, le déglaçage, c'est vraiment des éléments à ne pas négliger. Alors, voici un petit résumé des interventions possibles. En bleu, on a des éléments qui relèvent de l'accessibilité universelle. En orange, des mesures d'apaisement de la circulation aux abords du site. En vert, le verdissement, les aires de repos, la présence de mobilier. Et en gris foncé, des infrastructures dédiées au déplacement sécuritaire des piétons et des cyclistes. On notera aussi la présence d'éléments de signalisation qui se trouve dans une zone santé. En rendant l'environnement bâti plus convivial, on le rend également plus résilient face au changement climatique. Les aînés sont d'ailleurs davantage impactés par les aléas dus au dérèglement climatique, tels que les épisodes plus fréquents de canicule ou de gel et dégel. Les principes présentés contribuent donc à la fois au déplacement actif et à des milieux de vie plus durables.
L'application de ces principes peut toutefois présenter quelques défis, étant donné les contextes variés dans lesquels s'insèrent les établissements de santé et aussi la nature complexe et spécifique du réseau de la santé. La démarche Zone Santé s'est donc intéressée aux leviers d'action qui pourraient favoriser la mise en œuvre d'aménagements favorables à la marche. Le premier levier, c'est d'identifier un interlocuteur privilégié. Ça peut être difficile de trouver la bonne porte d'entrée au sein du réseau de la santé pour les questions liées à la mobilité. Si les normes d'aménagement intérieur du bâtiment sont bien connues et appliquées, il en va autrement pour l'aménagement extérieur. Donc, un premier pas serait d'identifier à qui revient cette tâche. Ensuite, on l'a vu, des aménagements adéquats, ça dépasse le simple site de l'établissement de santé. Il est donc essentiel de créer des espaces de concertation qui permettent d'impliquer et de regrouper les différents acteurs concernés pour que les décisions puissent être prises en collaboration. Enfin, un autre levier d'action, c'est de recourir aux outils réglementaires municipaux. Dans la fiche numéro 3, on présente l'exemple de la ville de Cowansville, dont l'élaboration du programme particulier d'urbanisme, PPU, autour de l'hôpital Broome-Missisquoi-Perkins a favorisé la concertation des acteurs et a permis la réalisation de mesures favorisant la mobilité active. Je vous invite à prendre connaissance de cet exemple inspirant sur la fiche, mais sans plus tarder, nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de la présence de Rachel Désilet-Comeau, qui est urbaniste à la ville de Saint-Jérôme et qui va nous parler du PPU, du pôle régional de la santé. Un exemple qui fait écho aux principes et aux leviers que je viens d'énoncer. Donc, Rachel, je te cède la parole. Oui, donc bonjour et merci à tous les participants pour votre intérêt à la présentation d'aujourd'hui, donc qui concerne pour ma part le programme particulier d'urbanisme du pôle régional de la santé et également une évaluation d'impact sur la santé qui a été réalisée dans le cadre de ce grand projet. Donc, au niveau de la présentation, on va principalement voir les grandes étapes du projet et la démarche, ainsi que les recommandations d'évaluation d'impact sur la santé, qu'on appelle une EIS. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un PPU? Donc, le programme particulier d'urbanisme, en fait, est une composante du plan d'urbanisme d'une ville. Donc, ça permet de faire une planification détaillée d'un secteur, principalement un secteur qui est en mutation. Donc, il vise à fixer des objectifs et des mesures à atteindre pour rencontrer les dits objectifs. Donc, en fait, on parle d'effet de levier. En fait, il ne faut pas oublier que les municipalités ont des pouvoirs qui sont donnés en vertu de différentes lois, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les compétences municipales. Donc, en fait, on parle de santé publique et de bien-être général de la population. Donc, pour ce qui est du secteur d'intervention, en fait, la carte à votre gauche, la section en bleu identifie le secteur d'intervention, du PPU, du pôle régional de la santé, en fait, qui est adjacent au centre-ville, qui est identifié en rouge. Et les deux secteurs, en fait, sont caractérisés par la présence d'une aire TOD, donc un milieu de vie là, qui favorise, en fait, les déplacements alternatifs à la voiture. On parle de pôle santé, en fait, parce qu'on a vraiment à Saint-Jérôme, dans ce secteur-ci, un regroupement de services de soins de santé, dont l'hôpital régional de Saint-Jérôme et différents services, dont des cliniques, CHSLD, pharmacies, qui sont vraiment omniprésents dans le secteur. Donc, ici, à votre droite, vous avez un plan du secteur d'intervention de manière plus précise. Donc, on voit le secteur, on voit l'hôpital régional de Saint-Jérôme, mais également aussi certaines caractéristiques du secteur, dont la rivière du Nord, la piste cyclable des Basses Laurentides. Donc, en termes de vision, on a vraiment voulu créer un quartier de la santé qui favorise les saines habitudes de vie.
Donc, voici les principales étapes du projet qu'on va voir tout au long de la présentation, donc qui inclut un portrait de la population et un diagnostic et une démarche de participation publique qui a été faite vraiment en amont du processus. Par la suite, on est tombé dans les différents concepts d'aménagement préliminaire et nous a permis de lancer avec la santé publique et le C3S des Laurentides une évaluation d'impact de la santé. Et ensuite, un PPU, en fait, prévoit tout un processus d'adoption, donc des procédures légales qui doivent être réalisées dans le cadre de la mise en vigueur de cet outil de planification. Donc, un portrait de la population, comme le mentionnait Jean-Marc, en fait, Saint-Jérôme également connaît une population vieillissante. Donc, on a des statistiques qui ont été réalisées dans le cadre de l'outil de planification. Également, on voit aussi un fait saillant par rapport aux statistiques du secteur. Donc, on voit l'importance des ménages composés d'une seule personne dans le secteur du pôle santé. Également, la population est caractérisée par en fait, une population qui est considérée comme matériellement et socialement très défavorisée. Donc, c'est la section en mauve qu'on voit dans la carte présentée à la diapositive. Pardon. En termes d'aménagement, en fait, le diagnostic a révélé que le secteur est vraiment conçu pour l'automobiliste. Donc, on voit vraiment autant pour l'affichage, le mobilier, les grands espaces de stationnement, la faible densité d'occupation au sol. C'est des éléments qui nous démontrent la présence, en fait, l'omniprésence de l'automobile dans le secteur. Et dans le cadre du PPU, il y a une étude de marchabilité qui a été réalisée. Donc, la carte à votre droite démontre les sections d'axes routiers où la marchabilité était considérée comme étant mauvaise. Et également, là, les petits points rouges qu'on voit sur la carte illustrent des traverses piétonnes qui sont conflictuelles avec notamment le transport par voiture. Une des caractéristiques aussi importantes du secteur, c'est la présence, à votre gauche, vous voyez, en rouge, les grandes surfaces imperméables versus les espaces boisés du secteur, donc qui engendre, qu'on le voit sur la carte de droite, la présence de grands îlots de chaleur dans le secteur. Donc, en fait, le PPU a un élément très important de la démarche, c'est la participation publique qui a été réalisée en amont avec autant les citoyens que différentes parties prenantes. Donc, parmi celles-ci, nous avions l'Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides, la santé publique, le C3S, bien entendu, et différentes tables de concertation des aînés qui ont vraiment permis là, de capter les besoins. Et également, en termes de partenariat, c'est à ce moment-là qu'on est venu créer une entente collaborative avec le C3S des Laurentides pour réaliser une évaluation d'impact sur la santé. Donc, on est vraiment dans une approche cohérente pour réaliser un quartier de la santé. Donc, une évaluation d'impact sur la santé, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une approche scientifique. Donc, ça permet d'évaluer les impacts potentiels, autant négatifs que positifs d'un projet. Et également, là, il y a un élément important là, qui est traité, c'est les disparités sociales dans le cadre de l'EIS. Donc, voici au niveau de l'impact sur la santé, en fait, là, les différentes composantes sur lesquelles les municipalités peuvent agir, donc en termes d'environnement naturel, d'environnement bâti et les activités et services offerts à la population. Donc, les retombées sur la santé, en fait, il y a différentes composantes d'un projet, donc en termes d'aménagement bâti, de mobilité et d'espace de verdissement et de disponibilité de parcs sur le territoire. Donc, on sait avec cette étude-là que les effets sur la santé de la population touchent en fait la santé physique, la santé mentale et psychosociale de la population.
Donc, en fait, de retomber sur la santé, on voyait dans les caractéristiques du secteur la grande place des îlots de chaleur. Donc, bien entendu, l'effet des îlots de chaleur est vraiment en lien avec l'inconfort de la population, donc créer différentes problématiques de santé, donc il y a des effets indirects et directs sur la santé de la population. À l'inverse, le verdissement, en fait, permet, là, on voit ici une statistique, donc chaque augmentation de 4,5 % de l'indice de végétation réduit les risques de développement de certaines maladies, dont le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Donc, c'est un effet direct sur la santé de notre population. Donc, en termes d'orientation et d'aménagement, on a vraiment 3 échelles d'intervention, dont l'échelle quartier. Donc, à l'échelle du quartier, pour vraiment créer des milieux de vie où on peut y vivre, y travailler et s'y divertir. Donc, en termes de deuxième échelle, c'est l'écosystème, un écosystème en santé, donc qui est vraiment à l'échelle de l'humain. Et au final, on veut favoriser des comportements santé, donc trouver des alternatives faciles pour favoriser des comportements, donc par des aménagements et des infrastructures en place. Donc, voici quelques exemples de recommandations de l'EIS qui ont été intégrées au PPU du pôle régional de la santé. Donc, ça nous a permis d'intégrer des cibles tant pour la présence de canopées dans le secteur, également aussi en termes de mobilier urbain, donc des distances entre les différents bancs publics dans les voies principales, les parcours piétonniers principaux du secteur. Également en termes de logement, donc des cibles à atteindre pour les logements sociaux abordables et pour les jeunes familles. Vous avez aussi un petit tableau en bas de page qui représente les recommandations de l'EIS en matière de support à vélo selon les typologies ou les catégories, que ce soit pour l'habitation, dans les secteurs scolaires, pour les commerces, donc des ratios à atteindre pour les supports à vélo dans les projets. Donc ici, concrètement, on voit le avant-après la recommandation de l'EIS, donc pour une coupe type de rue. Donc, on voit vraiment la sécurité des piétons et des cyclistes qui est davantage assurée. Donc, on a vraiment une ségrégation entre les modes de transport et également l'ajout de mobilier urbain. D'autres éléments qui ont été apportés par l'EIS, donc des aménagements ponctuels, notamment là, pour s'assurer d'avoir des zones de fraîcheur, que ce soit par des plantations, mais aussi, par exemple, des fontaines d'eau ou des jeux d'eau dans le secteur pour favoriser des zones de rafraîchissement pour autant la population que les visiteurs dans le secteur du pôle santé. Donc, pour vous inspirer dans l'évolution du secteur, on va voir une modélisation des aménagements. Donc, ici, on voit le secteur existant. Au fond de l'image, on voit l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Et plus près de nous, on voit les grandes surfaces de stationnement, notamment générées par les centres commerciaux, notamment. Donc, c'est le secteur existant. On va voir au fil des diapositives suivantes l'évolution souhaitée pour le secteur, dont ici une première phase d'aménagement avec un verdissement de notre axe de transport principal qui est la 117 au boulevard des Laurentides, donc un verdissement, l'ajout de voies réservées pour les autobus, également l'ajout de pistes cyclables et de trottoirs là, bien aménagés pour ceux qui s'y déplacent. Donc, en phase 2, donc on permet également là, une optimisation du cadre bâti, donc une densité, mais aussi une mixité des fonctions, donc pour favoriser aussi les déplacements, donc la proximité des logements avec les services, les commerces, donc font partie de la phase 2 du projet.
La phase 3, donc optimisation. Donc, on vient optimiser l'espace, notamment, par exemple, par l'ajout de stationnement étagé pour permettre notamment la compacité du territoire. Donc, voilà les phases qui nous montrent l'évolution que nous souhaitons avoir pour notre secteur. Donc, en conclusion, pour créer un réel quartier de la santé, on souhaite agir sur 3 facteurs principaux, dont la santé économique, donc nouveaux emplois, présence de services et d'équipements, la santé des gens, vraiment créer un milieu de vie, des lieux de socialisation, l'accès à des aliments sains et un réseau de transport actif, la santé de l'environnement par la création de corridors de verdure et d'îlots de fraîcheur. Excusez-moi, j'avais un peu de mal à mettre ma vidéo. Merci beaucoup Rachel pour cette belle présentation. Naoué et Jean-Marc, je vous invite à ouvrir vos caméras pour qu'on puisse passer à la période de questions. Donc, n'hésitez pas à toujours poser vos questions dans la zone QR. Il y a déjà quelques questions qui sont prêtes à être posées. Rachel, c'est pour toi. Il y avait une question par rapport à l'EIS. Est-ce que les 3 phases étaient couvertes par l'EIS? Est-ce que c'est... je pense que c'est ça. Oui, donc en fait, l'EIS a vraiment été amorcé en début de projet. Donc, l'EIS comprend les différentes phases, mais surtout fait des recommandations sur la version finale du PPU. Parfait. Une question pour toi aussi, Rachel et Naoué, c'est plus par rapport à des conseils que vous pourrez donner à une municipalité qui aimerait mettre en place ce type de projet ou une institut de santé qui aimerait faire appel à zone de santé, au projet zone santé. Quel conseil vous donneriez pour entamer ce type de démarche? Oui, tout d'abord, si je peux répondre, en fait, en termes de conseils, en fait, je vous conseille fortement d'adhérer à la démarche qui est vraiment cohérente avec notre mission en aménagement du territoire. En fait, en termes de conseils, c'est vraiment de dédier des ressources, donc de créer vraiment des cellules multidisciplinaires qui vont être complémentaires à l'équipe dédiée de l'EIS et de bien structurer la démarche, d'impliquer les différents partenaires en amont du processus. Donc, de mon côté, je dirais que c'est un peu une démarche donc, qui est on s'intéresse de plus en plus aux effets du vieillissement de la population, puis de comment mieux intégrer, mieux adapter les environnements au vieillissement, aux enjeux du vieillissement. Et donc, on va poursuivre la réflexion, puis je pense qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont se mettre en place. Mais donc, au niveau de la zone santé, de notre côté, on souhaite poursuivre le travail du côté du Centre d'écologie urbaine de Montréal et avec les partenaires. On souhaite mener un projet avec un CIUS qui nous permettrait de poser un réel diagnostic, de concrétiser une zone de santé qui pourrait poursuivre là, la formation d'outils qui permettrait de systématiser en quelque sorte la démarche. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en continu. Le PPU est un très bel outil, là, comme le présentait Rachel, une belle prise pour les municipalités. Puis, au sein des organismes de la santé, on a parlé de quelques leviers pendant la présentation, mais donc, il y a toujours une possibilité de collaborer avec le milieu pour mieux comprendre c'est quoi les freins à la mobilité, puis mieux adapter nos environnements. Alors, une autre question. La route 117 est de juridiction du MTQ. Est-ce qu'ils sont partenaires de la démarche, souvent très complexe, le réaménagement, souvent c'est très complexe le réaménagement des routes numérotées?
Très bonne question. Effectivement, la route 117 est de juridiction du ministère des Transports, qui d'ailleurs a été impliquée dans la démarche en amont. Donc également aussi, la ville de Saint-Jérôme va amorcer un plan de mobilité durable en intégrant les différentes balises du ministère. Donc c'est une suite qui va être donnée dans les prochains mois, prochaines années dans notre organisation. Alors, Jean-Marc, une question pour toi. Est-ce que vous avez des suggestions quant au retour à la normale après la pandémie? Est-ce que ça fait en effet suite en fait à ça sera une question qui sera ouverte aussi à vous par rapport, enfin Rachel et Anna aussi sur la suite des projets. Donc, Jean-Marc? Sans nécessairement avoir de suggestions extrêmement arrêtées, je pense qu'il y a quand même un certain momentum qui s'est créé alentour de faire les choses autrement. Maintenant qu'on a quand même, les choses ont quand même été assez chamboulées, alors c'est le temps d'y aller de ces projets pilotes, ces fameuses bonnes idées qu'on garde souvent dans les cartons sans avoir les moyens pour les faire ou les mettre de l'avant. Je parlais de la navette or un peu plus tôt, qui plutôt de son non-retour, le besoin est encore là. Alors, je sais que au nombre des idées qui ont été données pour pallier aux besoins des aînés en matière d'un genre de transport, appelons-le semi-adapté, l'idée des taxibus. Il fallait juste que je prenne le temps pour m'en rappeler. Alors, c'est quelque chose qui a été discuté régulièrement, quelque chose qui pourrait avoir un bel impact. C'est surtout un genre d'initiative qui peut se transposer partout au Québec et qui fonctionne bien à Montréal, surtout dans les quartiers péricentraux. Là, je pense entre autres dans tout ce qui est l'ouest de l'île. C'est quelque chose qui a déjà eu il y a quelques années dans l'extrême pointe ouest de l'île de Montréal avec un beau succès. C'est des façons pas nécessairement de réinventer la roue, mais de se donner une chance de faire autrement et de pallier un besoin qui était là avant et qui est de plus en plus de retour. Justement, Rachel, est-ce que dans le PPU, vous avez intégré l'enjeu de la pandémie dans vos mesures? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez dû faire face, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez ajouté dans votre PPU? En fait, je dirais que ça nous a davantage sensibilisés à différents enjeux. Bien sûr qu'au niveau du PPU, c'est une démarche aussi en continu. Donc, c'est une démarche en fait, c'est un projet qui s'étend quand même sur environ 20 ans. Donc, oui, simplement accentuer certaines problématiques, donc ajouter à la réflexion dans le cadre de la réalisation de l'outil de planification. Je pense que c'est, en effet, là, la pandémie est venue exacerber des problèmes déjà existants, puis donc vraiment les mettre de l'avant. Puis je pense que c'est, comme le disait Jean-Marc, il y a un momentum. Là, maintenant, on est prêt à s'attaquer à ces questions-là, à les traiter, puis à les voir d'une façon plus globale là, aussi. Okay. Excuse-moi, autre question, Naoué. J'ai une question pour toi. Est-ce que faire des focus group de professionnels a été concluant? Quelles ont été les conditions gagnantes pour arriver à des conclusions si pertinentes? Oui, bien, dans la démarche, c'est ça, on a basé la démarche sur des groupes de discussion. Je vais peut-être faire un petit retour sur, au départ, ça se voulait une démarche participative qui aurait impliqué les personnes aînées, les gens du milieu de la santé, mais boum, pandémie, ces gens-là sont tout d'un coup plus difficilement joignables et tout. Donc, on a dû se réadapter puis transformer notre formule. Et donc, on a proposer des groupes de discussion. On est allé chercher des gens d'organismes qui travaillent en lien avec le milieu de la santé, des chercheurs, des gens de la Direction régionale de la santé publique. Donc, des gens de divers horizons. Puis, on a fait les focus group. Et donc, oui, ça a été très enrichissant de rassembler des gens de divers horizons. Là, cette approche multisectorielle-là a vraiment permis de recouper les points de vue, d'enrichir les discussions et donc d'avoir le moins d'angles morts possible, même si on n'a pas la prétention là, de ne pas en avoir du tout, mais ça a été très enrichissant. Les participants eux-mêmes ont pu alimenter leur connaissance, puis ça a été très apprécié.
Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Il y a une question très intéressante. Avez-vous pensé à de faire votre présentation à toutes les équipes qui s'impliquent lors de construction de nouveaux CHSLD, maisons des aînés, pour réfléchir au principe d'environnement favorable au SHV pour les aînés et par le fait même la communauté en entier? Je pense que, Rachel, vous avez travaillé de concert avec l'hôpital hein, dans la réalisation de PPU. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que ces zones santé pourraient être présentées également à des CHSLD ou comme la question est posée, ou des maisons des aînés? Oui, en fait, au niveau des parties prenantes, l'hôpital en faisait partie. Donc, ils ont été invités en amont. Mais en fait, on a différentes tribunes avec nos services présents sur le territoire pour assurer une communication en continu et pour que chacune des parties prenantes là, puisse atteindre leurs différents objectifs. Donc, pour la ville, c'est vraiment en termes de la création de milieux de vie, favoriser la mobilité, souvent autour d'un hôpital notamment, c'est un enjeu important. Donc, on est en processus en communication continue avec les différents intervenants sur le territoire. Mais je pense que c'est intéressant. Les maisons des aînés, c'est des lieux qui vont être construits, des nouveaux lieux. Donc, c'est une très belle opportunité de faire les choses comme il faut dès le départ. C'est plus difficile des fois d'adapter un milieu existant. Donc, on a beau vouloir les appliquer, les principes, on fonctionne avec quelque chose qui est déjà en place et qui n'est pas nécessairement possible de transformer comme on le souhaiterait. Donc, oui, très belle prise de travailler avec des nouveaux établissements qui arrivent. Puis, bien évidemment, oui, là, on revient au niveau de la concertation. Le plus on travaille ensemble, le milieu de la santé, les acteurs municipaux, les acteurs locaux, hein, les tables de concertation des aînés et tous les acteurs du milieu là, concernés par la mobilité, le vieillissement, bien, je pense qu'on peut avoir des beaux résultats comme ça. Une question qui vous concerne tous les trois, en fait, qui concerne l'hiver, malgré qu'on soit maintenant passé au printemps. Est-ce que vous avez des exemples de types d'aménagements qui favorisent la mobilité active des personnes aînées en période hivernale? Est-ce que ça a été intégré dans le PPU? Est-ce que dans zone santé, vous y avez réfléchi aussi? Est-ce que vous avez des exemples de types d'aménagements? Au niveau du PPU, effectivement, c'est un élément qui avait été soulevé par les différentes tables de concertation des aînés. En fait, en termes d'exemple, c'est un élément, une balise importante de tenir compte des 4 saisons. On voyait sur la présentation la présence, par exemple, d'une piste cyclable, en fait, qui est la piste cyclable des Basses-Laurentides est en lien avec le petit train du Nord, qui est utilisé notamment comme piste de ski de fond l'hiver. Donc, c'est un axe aussi important qui fait le lien entre les différents quartiers de la municipalité, quartier de la santé, mais aussi quartier des sports là, qui est dans le même axe. Donc, on pourrait aller dans la zone santé en ski de fond. Ça serait génial. Éventuellement, oui. Plus que des aménagements spécifiques, je pense que l'idée, c'est de garder tous les aménagements accessibles en toute saison. Donc, vraiment au niveau du déneigement, du déglaçage, mais pas seulement déneigement des trottoirs, mais aussi du mobilier, puis éventuellement de stationnement à vélo, puis de la piste cyclable elle-même peut-être, si on ne peut pas la convertir en ski de fond. Donc, de garder accessibles toutes les infrastructures en toute saison de façon prioritaire. Ce serait ma réponse. Je vais juste ajouter très rapidement, je pense que Naoui a très, très bien résumé ce que je voulais aborder. Un cas vécu. Dans mon ancienne vie, je travaillais à Montréal-Nord où c'est assez connu que sur le boulevard Gouin, il y a immensément de RPA. Et Montréal-Nord avait eu, pendant une courte période de temps, je peux vous garantir que c'est réglé, où on déneigeait un des 2 bords de Gouin et on déneigeait le bord où il n'y avait pas les résidences. Alors, il y avait des résidences qui étaient drôlement enclavées. Ça a été réglé par une simple compréhension de qu'est-ce qui se trouvait sur le boulevard Gouin. Alors,
encore là, ce n'est pas une solution où on réinvente la roue, on n'est pas en train de revoir tout de fond en comble, c'est juste d'appliquer de façon intelligente et intelligible des éléments qu'on fait déjà. Il nous reste quelques minutes. On prend encore quelques questions. Alors, pour Naoué, comment imagines-tu les suites du projet Zone Santé et quelles pourraient être les prochaines étapes pour concrétiser les principes évoqués? Oui, ben, on est dans l'attente d'une demande de subvention pour travailler de concert avec un CIUS à Montréal pour la concrétisation de Zone Santé. Donc, on espère bien pouvoir mener ce projet-là. L'idée, ce serait vraiment, c'est ça, d'amener la démarche vers une concrétisation pour en ressortir avec des outils plus qui peuvent suivre la démarche de A à Z, puis vraiment créer un précédent et être réplicable ensuite dans d'autres milieux. Donc, ça, c'est un élément. Et je le disais aussi tout à l'heure, je pense qu'il faut garder vivante la réflexion. De notre côté, on anime une journée thématique aux prochaines journées annuelles de la santé publique. Donc, on souhaite réfléchir avec les acteurs du milieu de la santé à comment ça peut prendre place dans le milieu de la santé, ces principes-là d'aménagement, cette idée de zone de santé, de milieu favorable à la santé pour mieux intégrer nos aînés à la santé. Donc, c'est deux éléments qui sont en cours, mais on continue de garder l'œil ouvert, de voir comment on peut en arriver à concrétiser de tels aménagements. Puis, je pense que de se référer aux exemples aussi de Saint-Jérôme, entre autres, de Coansville que j'ai mentionné également, là, ça peut être intéressant de voir comment évoluent ces milieux-là, puis de s'en inspirer pour les acteurs municipaux et acteurs de la santé. On a un commentaire dans le QR qui nous parle des aînés qui fréquenteraient le centre hospitalier et qui se rendraient en ski de fond. Évidemment, c'est une boutade. L'idée, c'est bien sûr mettre tous les aînés qui fréquenteraient le centre hospitalier ne sont pas forcément en perte d'autonomie totale et il ne faut pas mettre tous les aînés dans le même sac. Donc, je pense qu'il y a l'idée de se rendre en ski de fond et moi, je trouve ça assez intéressant comme idée. Maintenant, ça serait ouvert à toute la population. Voilà. Je pense que c'est un bon point, Sarah, là, puis Jean-Marc l'avait souligné, les aînés ne sont pas un groupe homogène, puis si on souhaite c'est évidemment pas tous les aînés qui peuvent partir à la marche, rejoindre l'hôpital ou le CLSC le plus près. Par contre, ce qu'on souhaite aussi à travers cette approche-là, c'est de favoriser le maintien d'une bonne santé. Donc, des aînés de 65 ans actifs, on souhaite les maintenir actifs pour qu'ils puissent le plus longtemps possible être autonomes dans leur déplacement. Donc, c'est ça aussi l'esprit de la zone santé. Puis pour ajouter, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on le voyait dans l'étude de marchabilité. En fait, pour l'aménagement des traverses piétonnes sécuritaires, en fait, les milieux de vie environnants sont beaucoup caractérisés par la présence de résidences pour personnes âgées. Donc, ils peuvent se déplacer autant à l'hôpital que dans les commerces de proximité, donc le côté un peu plus fonctionnel des déplacements. Mais c'était une demande qui était vraiment importante aussi en termes d'activités sportives. Donc, les gens actifs, vous pouvez vous promener sur une piste cyclable et vous allez voir les différentes catégories de la population là, qui sont actives sur les territoires. Dernière question pour vous, puis ça sonnera la conclusion. Alors, on me dit Est-ce que je pose quand même la dernière question, Hugo, ou tu me dis de conclure? On peut poser la question, puis conclure dans 2-3 minutes. Ça marche, merci. Donc, selon vous, quels sont les principaux enjeux actuels qui peuvent limiter l'adaptation des milieux de vie aux besoins des aînés, comme les principes de la zone santé ou le PPU de Saint-Jérôme qui sont mis en avant, qui mettent de l'avant ces principes? Et quels seraient les leviers nécessaires pour y remédier? Donc, cette question se pose à vous trois. Donc, les principaux enjeux actuels qui peuvent limiter l'adaptation des milieux de vie aux besoins des aînés et puis les leviers qui sont nécessaires pour y remédier.
Si je peux répondre, j'irai principalement par le levier réglementaire. En fait, l'outil de planification, un PPU, c'est un outil de planification, mais en fait, il se traduit, il devient opposable aux citoyens, aux développeurs en termes de règlement d'urbanisme. Donc, je dirais que ce n'est que positif au niveau du levier parce que tous les projets vont devoir être conformes aux règlements de concordance là, qui sont en processus à Saint-Jérôme. Je dirais que le principal frein, c'est les milieux existants qui mettent du temps à changer. Donc, il faut y aller petit à petit. Puis, j'abonde dans le sens de Rachel. Là. Je pense que les outils réglementaires peuvent être une excellente prise pour démarrer quelque chose, puis que au moins l'évolution se fasse dans le sens souhaité. Moi, j'aurais simplement ajouté, je pense que c'est une question aussi de volonté, c'est une question d'en faire un enjeu prioritaire. On sort d'une période d'élection municipale, on arrive dans une période d'élection provinciale. C'est quelque chose qui, quand il y a une volonté politique, sans dire que ça règle tout, je pense qu'il y a une très belle nuance qui a été apportée par rapport justement à la réglementation, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, en bon québécois, c'est le gros de la job qui est faite. Là. Il y a quand même beaucoup là, qui peut arriver par après pour pouvoir régler les choses, mais c'est une bonne question de volonté. Parfait. Merci beaucoup à vous trois pour cette excellente présentation. Donc, comme on vous disait au début du webinaire, le webinaire a été enregistré, donc sera disponible à la rediffusion. Par ailleurs, aujourd'hui sortait le magazine Vivacité, donc la version du printemps, donc le magazine d'Espace Muni, où vous pouvez retrouver 2 articles, notamment un élaboré par Naoué sur Zone Santé, et puis une interview de Rachel sur le PPU. Donc, voilà, je pense qu'en effet, le lien Internet est dans le chat. Merci beaucoup, Hugo. Bon, bonne fin d'après-midi à vous tous et puis merci encore d'avoir participé. Et n'hésitez pas à recontacter Naoué Naoué, c'est ça, hein, les personnes peuvent te recontacter s'ils ont plus d'informations, de questions sur Zone Santé. Oui, tout à fait. On peut et puis, vous avez aussi... excuse-moi, vas-y. Je dis oui, tout à fait. On peut partager mon courriel dans le chat aussi si jamais les gens veulent des informations. Et puis, dans la présentation, vous aviez aussi le lien du PPU pour aller accéder au PPU. Et puis aussi, Jean-Marc, on peut mettre le site internet de la TCIM. Voilà, parfait. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.